Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Lino, bienvenue dans le podcast. Salut, c'est un plaisir, merci de m'accueillir ici. Merci à toi. Donc je te laisse te présenter, toi, tes activités professionnelles. Allons-y. Donc je m'appelle Lino Spiteri, j'ai 21 ans, je suis comédien et serveur dans un bar que tu connais bien. Le serveur préféré de ton serveur préféré. Ouais, c'est ça vraiment. Et voilà, donc je fais ce métier pour payer mes études de théâtre à côté, je suis au cours Florent. Et on essaye de gratter le plus de casting possible, de quoi se démocratiser, des podcasts un peu sympathiques, Ouais. notamment. Voilà. On va peut-être parler du fait que j'ai découvert que tu étais comédien justement dans ce bar. Oui. Parce que tu cherchais une table en criant « Où vais-je ?» Ah oui, c'est comme ça que ça... Et oui, c'est comme ça qu'on t'a dit « Mais enfin, tu fais du théâtre, toi ?» Ah, c'est où vais-je, ça a été l'élément déclencheur. C'était le « Où vais-je ?» parce que je rencontre assez peu de gens dans ma vie qui disent « Où vais-je ?» en se baladant dans un bar. Moi aussi, ça m'étonne moi-même d'avoir sorti ça, mais bon. Mais non, mais tu vois, au moins tu es là grâce à ce « Où vais-je ?» Voilà, donc, formidable. Une phrase peut changer une carrière. C'est ça dit grand... Ça fait réfléchir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, par exemple, à quel âge tu as commencé le théâtre ? Alors, en soi, ça dépend un peu. J'ai eu vraiment le déclic du théâtre très jeune, parce que mes parents travaillent aussi dans ce domaine. Et c'est un grand privilège, même si c'est un peu à double tranchant parfois, surtout vis-à-vis des cours, tout ça, d'être rigoureux, tout ça. Vraiment, c'est comme avoir des darons médecins et tu vas être chirurgien, quoi. Ils vont vraiment être sur ton dos tout le temps, ils vont vouloir te montrer tout comment faire. Mais ça a commencé vraiment quand j'étais très jeune. C'était une période où mes parents marchaient très très bien. Vraiment, c'était le prime de leur carrière, un peu, je pense. Et à un moment, c'est ma mère qui jouait au Palais Royal. Et elle s'entendait très bien avec le metteur en scène. Et moi, j'attendais en coulisses que ma maman finisse de jouer, et je comprenais pas grand-chose. Et vers la fin, y a le metteur en scène qui vient me voir et qui me fait bon, on va saluer. Et là, je le regarde droit dans les yeux, et je me rappelle pas très bien, après ça remonte un peu, mais j'y vais en mode ouais, normal, ok, ouais, bien sûr. Au Palais Royal. En mode, je suis prévu, hein, ouais, en plus, Palais Royal, c'est normal, les gens veulent voir, en plus, j'ai souvent été dans la pièce, bien sûr, y a pas de souci. Et je me retrouve sous 4000 projecteurs avec 500 personnes dans la salle, une standing ovation et tout, etc. Parce que la pièce marchait vraiment très très bien. Et je me retrouve à saluer là-dessus et je vois tout ça. Et si je m'en rappelle aussi précisément, c'est parce que je pense qu'il y a eu un petit déclic à ce moment-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'orienter par ici. Puis après, en enchaînant les tournages de mes parents, ils m'emmenaient là encore quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup plu. Mais après, vraiment, genre, en tant qu'expérience personnelle, ça a vraiment commencé au lycée, quand on avait des cours de théâtre qu'on pouvait faire à côté. Et vraiment, ça m'a libéré de, à mon tour, pouvoir être sur scène, de lire des textes, d'apprendre des textes, d'être passionné par ce genre, par ces œuvres, ces récits. Et voilà, c'est surtout la représentation en seconde. On avait fait une pièce originale pour l'événement Paris l'été. C'était une pièce originale écrite par Sydney. Oh non, mon Dieu, je me rappelle pas de son nom de famille. Oh non. Sydney, voilà. Si tu nous entends, gros bisous. Mais oui, c'était une reprise du Cercle des poètes disparus de Whitman. Et ça avait super bien marché, mine de rien. On n'avait pas que nos parents, il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus et tout, parce que j'ai étudié à Jacques de Cour. Et dans ce lycée, on a vraiment un théâtre absolument... Bon, l'acoustique est dégueulasse, mais vraiment le théâtre est magnifique. Et vraiment, on a pu accueillir du monde et ça nous a créé une vraie énergie, une vraie symbiose dans toute l'équipe qu'on était. Même d'ailleurs aujourd'hui, coïncidence de ouf, mais au cours Florent, je me suis retrouvé avec une collègue de mon lycée, sachant qu'il y a à peu près une quinzaine de classes par classe. Ouais, et on s'est retrouvés purement par hasard, et c'est là où on a un peu commencé, on a joué pour la première fois ensemble, et voilà, c'est là où à peu près tout s'est créé, vraiment les vraies prémices de cette passion que j'essaie d'entretenir et de pousser au maximum. Et du coup, tu t'es jamais posé la question de est-ce que j'ai envie de faire autre chose finalement en ayant grandi à ce point là-dedans ?
Alors oui, ça m'est arrivé, mais maintenant je suis assez décidé, je pense que c'est vraiment ma vocation. Mais à une période où je voulais vraiment travailler dans le jeu vidéo, parce que je considère le jeu vidéo vraiment comme un art à part entière. Vraiment, il n'y a qu'à voir certains jeux. Bon, évidemment, je parle pas de Call of, et encore, certains campagnes solo de Call of Duty, c'est vraiment incroyable. Et c'est quoi qui te faisait hésiter? C'était la peur de faire ce métier-là ou l'envie de potentiellement faire autre chose? C'est un peu les deux, en vrai, parce que mine de rien, même si je commence à avoir une confiance sur le plateau ou sur scène, il y a toujours ce stress-là d'être devant des gens, de raconter une histoire, la peur de ne pas être juste, de ne pas être avec le texte. C'est toujours un peu stressant et ça me faisait vraiment hésiter à des moments, malgré que pour le coup, je me suis plutôt bien, en toute humilité, je me suis plutôt bien débrouillé sur la plupart des prestations que j'ai pu faire. J'avais toujours ce stress-là et je l'ai encore aujourd'hui, ce petit stress d'être devant des gens. Mais aujourd'hui, ça se transforme plus en énergie qu'en stress. Maintenant, ça me stimule plus et je le considère plus comme de l'adrénaline. De se dire, oh putain, yes, ok, on y va. À tout moment, tout peut foirer, mais on s'en fout, on se donne à fond, on oublie tout et on y va. Oui, puis je pense que c'est un stress que tu as un petit peu dans tous les métiers de passion, de toute façon. Enfin, Oui, bien tu sûr. peux faire les choses 100 Bien fois, sûr. elles te feront Bien stresser. sûr. Enfin, je pense que même la dernière scène de Johnny Hallyday, il a eu peur avant de monter. Enfin, tu vois, Évidemment. Surtout ces gens-là qui entretiennent une grande énergie dans toutes les scènes. Ils ont beau avoir fait plusieurs concerts, des tournées, tout ça, etc. J'espère pour eux, en tout cas, parce que à mes yeux, c'est ce qui fait un artiste aussi. C'est la pression qu'on lui met sur les épaules. Parce que quand même, on te donne une histoire, un récit qui a été, pour la plupart, approuvé à travers les âges. Et on demande à toi de te mettre à la place d'un des personnages et de refléter le plus possible le récit d'une histoire. Et donc, déjà, qui sommes-nous pour interpréter un personnage comme ça? Et est-ce qu'on est vraiment légitime en tant que comédien? Peu importe le temps et l'énergie qu'on donne là-dedans. Est-ce que vraiment, est-ce que l'artiste n'est pas en train de se retourner dans sa tombe en nous voyant jouer et raconter ses histoires comme ça? C'est une question que je me pose souvent, et souvent 2 secondes avant d'arriver sur scène. Du coup, ça me Ce qui est le meilleur moment pour se poser ces questions-là. Exactement, oui, et c'est toujours à ces moments-là que ça arrive, hein, c'est vraiment tout le temps. Mais ouais, je suis content qu'aujourd'hui ce soit plus une énergie qu'un stress, mais voilà. Est-ce qu'il y a des moments où on te propose un rôle et tu te dis ah, j'ai pas envie de le prendre, j'ai peur justement de ne pas réussir à lui rendre honneur, ou tu te mets toujours le challenge? Alors je me mets toujours le challenge, mais ouais, cette question-là de est-ce que est-ce que j'ai de quoi le faire, est-ce que j'ai balls, je me repose très 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 souvent cette question, surtout en casting. Genre il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais pour un casting qui parlait des violences pour les femmes, faites sur les femmes, et je devais jouer un mari jaloux un peu violent. C'est pas été mon rôle le plus inspirant. Ça n'a pas été. C'était particulier comme. Parce que mine de rien, et c'est dommage en tant que comédien, mais j'ai quand même cette. J'appellerais une espèce de pudeur un peu de me dire oh non, je peux pas jouer ça, c'est ça, et c'est con parce que c'est un des premiers obstacles du comédien, c'est de se dire bah écoute, peut-être que c'est pas ce que tu as envie de jouer, mais c'est ce que tu vas jouer, mon pote, parce que c'est ce qu'on t'a donné, que si tu veux tes cachets, va falloir faire ça. Et j'ai beau avoir encore un peu de mal aujourd'hui là-dessus, mais je m'en sors. Je pense que c'est une étape nécessaire et que dans tous les cas, si le rôle nous plaît pas, c'est notre métier après tout. Et puis si vraiment ça nous plaît pas, bah, fuck off. On peut juste pas accepter, mais aujourd'hui, surtout après Covid, on a un peu besoin d'enchaîner les rôles, les heures, tout ça, donc... Oui, c'est ça. À un moment, on il faut pense à nos aussi frérots intermittents. On va les faire, ces 507 heures, les gars. Tenez le coup, on va y arriver. Tenez bon, on est là. C'est ça. Faites des podcasts. Mais ouais, je pense, ouais. Et est-ce que tu arrives à retrouver, à la fin des scènes, la sensation que tu as ressentie la première fois où tu es monté justement sur la scène du Palais Royal et où tu t'es dit ah, je crois que c'est ça? Non, pas encore. J'ai jamais ressenti cette consécration-là. Vraiment, genre, c'était très particulier. Après, c'est un souvenir qui remonte, donc je sais même pas si un jour je pourrais atteindre ce même état d'esprit. Mais oui, ça m'est arrivé quand même de sentir une énorme jouissance, une grande adrénaline sur scène et même après en saluant. Notamment là, en fin d'année, à Florent, on a fait notre spectacle de fin d'année où on présentait 3 pièces. On a fait Terrorisme de 2 frères russes
Une excellente pièce, un peu absurde, vraiment sympathique, un peu moderne. On a fait Le Révisor de Nicolas Gogol, qui est un banger absolu, cette pièce. Vraiment, qu'est-ce qu'elle est drôle, elle est incroyable. Ça a été vraiment un plaisir à jouer. Et parce que je jouais un espèce de faux inspecteur des impôts. En gros, c'est-à-dire l'histoire un peu, c'est que parce que c'est la pièce où j'ai eu le plus de jeux et qui m'a le plus intéressé, et souvent dépendant d'ailleurs, souvent lié. En gros, ça raconte l'histoire d'un petit village russe qui reçoit une lettre et on leur dit oui, il y a un révisor qui va arriver, donc c'est un espèce de haut fonctionnaire qui vient de Pétersbourg en plus. C'est comme si il y avait un mec du fisc de Paris qui arrive à Besançon pour checker un peu comment la ville marche et si tout le monde est legit. Sauf que tout le monde est ripou, vraiment, de A à Z, et du coup ils sont en panique totale. Et moi je me fais passer pour cette espèce d'inspecteur des impôts, un peu. Et c'est le personnage de Klestakov, qui est un personnage très très intéressant, bien que simple dans sa présentation. Ça a été très 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 amusant de jouer ça, et tout au long de la pièce on le voit profiter de tout, de faire oui, donnez-moi un peu d'argent et empruntez-moi de l'argent, éventuellement je ne dirai rien, et je me retrouve à draguer la femme et la fille du bourgmestre. Enfin, c'est une pièce vraiment très amusante et très moderne en plus. Vraiment, c'est une pièce qui peut facilement être lue aujourd'hui, parce que c'est vraiment pile, ça a été écrit pile entre la période classique et la période moderne du théâtre. Du coup, vraiment, il y a un peu de ces deux éléments-là, et c'est une excellente pièce pour commencer, même en tant que comédien, de vouloir s'intéresser au théâtre. Je trouve que c'est une très bonne pièce, surtout pour étudier l'absurde aussi, parce qu'il y a beaucoup d'absurde dans cette pièce, je trouve. Et voilà, on a joué ça, et comment elle s'appelait déjà cette pièce ? Voilà, ça, typique comédien. Je ne joue pas dedans, je ne connais pas le nom de la pièce, je ne connais pas l'auteur. Voilà, ça ne m'intéresse bien, tu pas. Comme quoi, t'as déjà ta place. Ouais, voilà, le petit con comédien aigri, bien, pas du tout humble. Oui, moi j'ai joué ça. Le reste, je ne connais pas. Ce n'est que mon répertoire. Oui, J'y suis allée, la régie était bonne. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, il y avait pour revenir à la question initiale, quand on a fait ce spectacle de fin d'année, par rapport aux autres spectacles de fin d'année que j'ai pu faire dans les différents cours de théâtre que j'ai eu, il y avait une énorme énergie, puis surtout à Florence, c'est vraiment super bien encadré. Puis moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une prof qui est absolument excellente, Madame Antonia Malinova, qui est une prof qui parle un peu comme ça, qui vient des Balkans en Bulgarie. Et en plus elle est vraiment, je crois qu'elle a une petite réputation là-bas à Sofia, vraiment elle est pas mal du tout. Niveau mise en scène, elle a vraiment été très très forte. Même mes parents qui sont comédiens, qui sont venus voir ce qu'on avait à proposer, ils ont vraiment dit que c'était impressionnant l'organisation qu'il y avait eu derrière, l'équipe, parce que ça se voit qu'il y a vraiment eu beaucoup de travail, que ce soit nous, mais aussi la professeure avec la mise en scène, les décors, tout ça, etc. C'était vraiment super parfait. Et on avait vraiment l'impression de jouer au théâtre, quoi. Vraiment, on avait des gens, on avait une soixantaine de places. C'était une galère pour inviter des gens. Mais vraiment, on avait un vrai public, on avait nos coulisses, nos trucs. Il y avait vraiment une immersion. On avait vraiment. Après, moi, j'ai jamais joué vraiment au théâtre dans une pièce, que ce soit en privé ou en public. Mais il y avait cette sensation-là de professionnalisme, et je pense que c'est un peu le summum de ce que j'ai pu ressentir en tant que comédien sur scène. Vraiment, c'était fou. Oui, parce que du coup, c'est vraiment la projection de ce que tu as envie de faire toute ta vie, en fait. C'est ça, exactement. Et ça a répondu à beaucoup de questions, notamment est-ce que je préfère être sur un plateau avec des caméras, ou est-ce que je préfère être sur les planches sans prompteur, sans script, vraiment le théâtre, quoi, plus que le ciné. Et il y a ce charme que je trouve plus sur scène, cette authenticité un peu, qui me séduit énormément. Et moi maintenant je suis à peu près sûr de vouloir surtout faire plus de théâtre à proprement parler que du cinéma. Oui, t'as ce lien direct en fait avec le public, t'as pas à attendre des mois de savoir ce direct-là, cet effet de direct un peu, c'est vraiment ce qui change la donne à mes yeux, pour avoir un peu été sur les deux, que ça soit derrière ou devant la caméra, ou même les journées de figuration et tout, etc. Qu'est-ce que c'est chiant ces journées, putain de merde. Tu viens pendant 8 heures, on a besoin de toi pendant 45 minutes. Et tu sais pas quand arrivent ces 45 minutes, c'est pour ça que c'est bien millimétré, il faut que tu sois à portée tout le temps. En plus la cantine est dégueulasse, en plus tu vois les comédiens à côté qui eux déjà ont une bonne carrière, qui eux ont un plat de ouf, et toi tu te retrouves avec la purée de pois cassés du fond du tiroir de la cantine de l'université dans laquelle on était.
Et Les 507 heures, Lino, les 507 heures. Les 507 heures, on va y arriver. Mais ouais, non, c'est cette ambiance-là de théâtre, vraiment de... Cette énergie, je la ressentais pas sur d'autres plateaux. Et ça répond à la question assez rapidement de ce que je préfère faire. Et ça sera vraiment les planches, si j'ai le choix. Oui, après, rien ne t'empêche de faire un petit peu les deux, mais en tout cas, ouais, tu t'éloigneras pas du... Je vais pas faire la fine bouche. Je vais pas faire... Non, j'ai pas envie d'être sur un plateau télé. Non, sur un plateau de tournage, non. Moi, je ne fais que le théâtre. Moi, je suis comédien. Voilà, je ne suis pas acteur, je suis comédien. Non, c'est... Quand même, oui. Si Leonardo DiCaprio est disponible, oui, éventuellement, je peux libérer une petite place dans mon agenda. Oui, bien sûr. Mais... Et mince, du coup, j'ai oublié ma question d'après. Oui, c'est bon. Je t'avais prévenu, ça allait arriver. Pas de souci, on a le temps. Est-ce que ça t'intéresserait de passer aussi à la mise en scène ou à l'adaptation de pièces, ou t'aimes vraiment ce côté comédien? Je me pose encore la question, en vrai, parce que je trouve que c'est des domaines qui sont très différents. Je suis convaincu de vouloir faire vraiment comédien, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment ma voie, je pense. Je suis assez convaincu là-dessus. Je trouve ça très intéressant, là, surtout l'écriture, également la mise en scène. Mais c'est tout un art, c'est tout un domaine et faudrait que je passe beaucoup de temps dessus, même si même de mon temps libre, ça m'arrive d'écrire 2-3 trucs, des nouvelles, des petites pièces, des trucs comme ça. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Mais je pense que là, aujourd'hui, le plus intéressant pour moi, c'est vraiment me focus sur ce que je veux faire avant tout, c'est-à-dire vraiment être comédien. Mais oui, je pense que si le temps et l'énergie me l'accordent, c'est un domaine qui m'intéresserait, surtout l'écriture, je pense. Surtout l'écriture. Et les cours Florent, du coup, tu les as intégrés juste après ton bac, c'est ça ? Alors, pas exactement. J'ai passé mon bac pendant la période Covid, parce que j'ai redoublé ma troisième. Du coup, j'ai pris un peu de retard. Ça m'a potentiellement donné mon bac. Parce que vraiment, le bac période Covid, ça a été un braquage pour beaucoup d'étudiants comme moi qui sont scolairement nuls à chier. Vraiment, hein, on a ce niveau-là. Et j'ai été pris au rattrapage déjà. Ouais, j'avais 2 euros, c'était français et philo. Et sur ces 2 euros, je vois un peu comment je me suis débrouillé. En philo, pourtant j'adore ça, la philosophie, mais j'ai un peu laqué, vraiment, c'était pas fou. Français, ça allait, je me suis plutôt bien débrouillé. Mais dans les 2 cas, à la fin des 2 euros, la première question des examinateurs qui me faisaient passer l'examen, c'était il vous manque combien de points? Donc j'ai fait ok, en plus con comme j'étais, je ne savais pas combien de points il me manquait, du coup j'ai donné une marge de ouf, ce qui fait que si je n'avais pas eu le bac au rattrapage, j'aurais une mention, parce que la fourchette était tellement grande en fait qu'ils m'ont donné vraiment le plus haut possible, et je me suis retrouvé à 12 de moyenne au bac, juste à cause de ces euros pendant la période Covid. Du coup, je pensais pas dire ça dans ma vie, mais merci le Covid. Ça m'a potentiellement permis d'intégrer les écoles de théâtre plus vite. Parce que j'ai pas été tout de suite à Florent. J'ai été d'abord dans une autre école. Donc déjà, en début d'année, ça se passait plutôt bien. On s'entendrait bien avec les profs et tout. Cela dit, la classe, bon... Si vous m'entendez, les gars, d'ailleurs, je vous embrasse. Hein. Ça dit, j'ai quand même rencontré des personnes formidables là-bas. Mais il y avait une ambiance assez particulière. Il y avait vraiment beaucoup de cercles de gens, genre... Mais ça allait à un point des fois que des gens me disaient pas bonjour, tu vois, genre je leur disais bonjour et wesh, on n'est pas dans le même groupe d'amis en fait. Et il y avait ce truc là, un peu ce concours de coq, tu vois, oui moi je vais le jouer comme ça et tout, etc. Et moi comme c'était vraiment ma première année de vrais cours, vraiment pro entre guillemets, ça m'a fait un peu bizarre de me retrouver dans cette ambiance là de qui a les plus grosses couilles, qui va mieux apprendre ses textes. Enfin, c'était un peu bizarre. Et au milieu de l'année, on a eu une histoire bien sympathique. Alors, j'aimerais pas dire de dinguerie parce que on est niveau preuves et faits, on est un peu bancal. L'école a été liquidée, voilà, tout bonnement. Hein. Ça a été au légal pendant un moment. Et l'école a fermé pendant 3 mois avant de réouvrir du coup sous un nouveau nom. Et c'était bizarre. C'est-à-dire que bon, déjà, on s'est pris ça dans la gueule. Première année de théâtre, on se quitte tous d'un coup.
Voilà, ça a été, pour le coup, il y avait beau avoir ce décalage-là un peu dans la classe, ça nous a tous beaucoup touchés. Et on s'est tous serré les coudes là-dessus, quelque part, ça nous a permis d'un peu de nous rapprocher. Mais du coup, l'école a fermé d'un coup en plein milieu de l'année. Elle a réouvert 3 mois après avec les moyens du bord, avec le reste du corps professoral. Ça se dit ça? Oui. Voilà. Mais avec le reste des professeurs legit, du coup. Mais c'était très bancal. C'est-à-dire que les cours commençaient à chaque fois avec entre 15 et 30 minutes de retard. Il n'y avait pas vraiment on n'était pas très rigoureux, quoi. Vraiment, le cours commençait, on disait bon, on va faire ça. Voilà, on va vous donner. Mon prof aimait beaucoup Marivaux en plus. Donc la double inconstance comme ça tous les jours. Mais en vrai, le prof était cool. Il était déjà bien meilleur que pédagogiquement parlant, il était quand même bien meilleur que le prof qu'on avait avant. Mais du coup, voilà, des fois, il n'y avait pas de chauffage. En plus, en pleine période d'hiver, on était tous avec nos doudounes. Il y avait des cours qui fermaient des fois parce que, Nick, le prof est pas venu ou il n'y a pas assez de monde, donc on arrête. Enfin, c'était vraiment très, très bancal. L'année s'est finie bizarrement. J'avais un peu la sensation que c'était pas fini, en fait. Qu'il manquait encore des trucs à voir. Et du coup, au final, après cette année, j'ai décidé de passer une audition au cours Florent pour rentrer en 2e année directement. Et ça s'est bien passé. Du coup, j'ai fait ma 2e année à Florent. Et là, ça a été un changement drastique. Vraiment déjà... Après, j'ai eu de la chance quand même. Mais bref, on en parlera un petit peu après. Cette 2e année a été vraiment folle. Vraiment, c'était incroyable. Il y a eu de tout. Il y a eu des pleurs, il y a eu de la joie, il y a eu des rires, il y a eu de la tristesse. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés. Enfin, c'est très forte comme année. Très, très forte et vraiment formidable. Et oui, on dit souvent de Florent que c'est un peu un pari, que les profs parfois peuvent être vraiment, vraiment très bof, très méchants, mais bon, enfin, ça c'est un autre débat, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de profs méchants, mais surtout une histoire de... Et t'as le cliché du prof de théâtre hyper rude et rigoureux. Ouais, voilà, c'est ça. Ma prof était un peu dans cette catégorie-là, mais c'était plus de la rigueur que juste de la colère qui va nulle part. C'était vraiment... à la bulgare, quoi, vraiment. Genre, on a esquivé des stylos, on a esquivé des. On a fait un Noël canadien. Je lui ai offert à la boutique de la Comédie Française un petit objet qui était utilisé avant pour faire les bruits de claques. Oui. Et elle le ramenait parfois. Et dès que ça parlait un petit peu, elle le faisait claquer comme ça. Elle faisait des. Ça calme. Voilà. Non, mais je pense qu'elle a bien aimé elle a bien aimé ce cadeau. La classe était formidable aussi. J'ai rencontré des gens formidables avec qui je travaille encore aujourd'hui, avec qui je vois qui me manquent d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Mais ouais, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai une prof vraiment formidable, même quand j'en parle à des gens qui ont déjà fait Florent et tout, etc. Quand je leur sors le nom de Antonia Malinova, à chaque fois c'est des grands waouh, ah ouais, d'accord, ok, c'est bon, t'as eu la crème de la crème, l'élite, vraiment. Et a raison, franchement, le feeling n'est pas passé avec tout le monde dans la classe, mais vraiment cette prof, c'est deep in my heart. Quand le feeling passe, elle te fait vraiment évoluer, quoi. Vraiment, puis c'est quand même très important, en particulier dans le domaine de l'art et du théâtre. C'est très important d'être un minimum en raccord avec son professeur. Et c'est dur, surtout avec Madame Antonia Malinova, parce qu'elle part rapidement dans tous les sens et tout, mais elle s'égare jamais. Elle part dans tous les sens, mais elle s'égare vraiment très très rarement. Et il faut suivre, mais après la qualité de travail est vraiment excellente. Elle nous guide vraiment là où il faut aller. La classe était super, la prof était super, les pièces proposées, tout ce qu'on a étudié pendant l'année, c'était super intéressant. Et du coup, je suis très heureux de faire une 3e année et j'espère que ça se passera aussi bien, au moins aussi bien que cette année. Oui, et là, comment ça se passe? Du coup, elle, c'est ta prof principale et t'as d'autres profs en dehors ou c'est vraiment ta seule prof Alors, ça dépend des années. Là, avant aussi, elle faisait la 3e année, mais elle a arrêté parce que ça faisait chier. Elle était plus sur le programme de 2e et de 1re année. Ça dépend des années. La 2e année, la 1re année, on a un prof fixe, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. On a une seule prof et un seul prof et ça reste comme ça pendant toute l'année. Ceci dit, en 3e année, c'est un peu différent. Il y a des modules différents, genre préparation de concours, tout ça. Et par rapport à ça, par rapport à ce que tu choisis comme domaine, etc., ton professeur peut changer pendant l'année. Mais sinon, ouais, c'est plutôt fixe.
Et une question que je me pose du coup sur l'univers du théâtre, c'est par exemple dans ce podcast, je reçois pas mal de musiciens, ils mettent toujours en avant l'entraide, le fait de s'aider ensemble, de faire des projets un peu à la débrouille. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette même ambiance dans le théâtre ou c'est plus compétitif entre vous? Vis-à-vis de la classe ou des comédiens en général? Ouais, des comédiens en général, je pense. Est-ce qu'on va facilement t'aider Je pense que ça se voit un peu la manière dont je parle du théâtre, de tout ça. On a un gros ego, hein. Nous les comédiens, on est connus pour ça. On dit souvent que c'est un cliché, mais en vrai, forcément, tu donnes de ta personne, tu essayes de faire passer un message à travers toi, à travers ton corps, à ta manière de t'exprimer. Donc ouais, on a un ego assez grand, ce qui fait que ça peut parfois s'entrechoquer, parce que le théâtre, à mes yeux, ça reste quand même un sport collectif. Vraiment, hein, c'est un truc qui se fait ensemble, sauf dans de très rares cas où c'est les one-man shows ou des trucs comme ça. Après, c'est important d'être seul aussi, surtout au niveau du texte, de bien l'incorporer, de bien le comprendre. C'est important en tant que comédien d'être seul, mais on peut rien faire tout seul. Genre, c'est impossible. C'est important déjà de jouer avec son partenaire. C'est ce qu'on nous dit dès la première année, et c'est ce qu'on dira à chaque fois, au moins une fois par cours. Il faut jouer avec les autres, et c'est super important. Et donc des fois, on a beau se la péter un peu, se dire ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça, moi je traîne avec telle personne, je vais faire tel tournage, etc. Il y a quand même ce lien qui nous unit, de se dire bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais, on va pas tous finir au cinéma, on va pas tous finir au théâtre. Ne sera pas Pierre Ninet qui veut. Oui, voilà, exactement. Mais on est ensemble là-dedans, et c'est l'esprit que j'ai essayé de véhiculer un peu tout au long de mon année. Et ça m'a plutôt réussi, je trouve. Tu vois, ça m'a réussi, voilà. Ego de comédien, direct. Ouais, mais ouais, il n'y a pas de théâtre si on joue pas avec les autres, si on ne s'écoute pas, si on ne s'entend pas. Il n'y a pas de théâtre. Ou alors c'est nul à chier. Voilà. Oui, de toute façon, tu le sens dans le public quand sur scène, il n'y a pas de communion. Tu le sens forcément. C'est ça. Et même pas forcément face à du public. Ça nous est déjà arrivé en cours de travailler des scènes qu'on a beaucoup travaillées, hein, mais il y a des moments où ça passe pas. On ne sent pas du tout. Ça arrive, hein, c'est comme dans tout domaine. Et ça fait mal. Mais du coup, ça détermine encore plus après pour travailler, répéter avec son partenaire, avec les autres. Et d'où cette importance de jouer ensemble. Parce que tout seul, c'est bien, on a notre propre point de vue, mais on n'aurait que notre point de vue. Et c'est un peu un problème dans ce métier. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur là-dessus, de toujours être accompagné, de toujours montrer, même si mine de rien je suis quand même un peu timide, j'aime pas trop même par rapport à mes parents qui sont comédiens, que j'ai vu répéter 1000 fois, je me retiens parfois, vraiment. Puis même être à l'aise avec une scène, ça prend du temps, que ça soit une scène importante ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend de nous-mêmes. Je sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir ce petit moment à moi pour vraiment comprendre la scène, m'imaginer dans ma tête comment je vais la jouer, comment je vais la préparer. Mais ça ne sera jamais abouti s'il n'y a pas un partenaire derrière, s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour donner son point de vue et pour jouer avec nous. Oui, puis tu dis, il vaut mieux que les remarques et les réflexions viennent de ton clan, entre guillemets, que du public, parce que tu n'as rien voulu entendre et que c'est Internet qui te donne le change. Évidemment. Parce que ça peut être très violent, par contre. Et ça te plairait d'aller après, justement, vers le stand-up, vers le seul en scène? Je te verrais vachement faire ça. Du stand-up? Ouais. Oh, c'est intéressant. J'avais un gars dans ma classe, Mogan le Gac, si tu m'entends. Je lui cassais les couilles tout le temps. Je lui faisais fais des blagues, fais-moi rire là. Parce qu'en plus il a un petit accent et tout. Enfin, bref, un amour ce mec. Et lui, c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Et il se faisait insulter par la prof parce que lui, franchement, il l'a dit direct. C'est pas forcément le théâtre qui l'intéresse. Vraiment, lui, ce qu'il veut faire, c'est le stand-up. Vraiment, le one-man show, il est super drôle en plus, vraiment. Genre, pour avoir vu un peu ses spectacles, il avait fait le Paname à un moment et tout. C'est vraiment ce qu'il veut faire. Et ça m'a pas forcément inspiré sur le moment, mais c'était surtout pendant ma période lycée. J'ai un très bon ami à moi qui fait quelques courts, moyens, longs métrages sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle William Riccardi. Big up BG, si tu m'entends, je t'aime. Voilà. petit shout out. Et ça nous est arrivé d'écrire un peu, quand on était en voyage scolaire, d'écrire un peu un one man show, un peu des sketchs, des stand-up, mais vraiment full stand-up, pas en mode sketch filmé et tout. On voulait vraiment monter sur scène, faire nos vannes et tout, parce qu'on avait nos private jokes, on en avait 4 milliards, on en a toujours 4 milliards d'ailleurs. Et on voulait montrer ça un peu sur scène,
Ça n'a pas été développé plus que ça, mais je sais pas. Je pense que c'est un domaine que je pourrais essayer, mais encore une fois, je préfère encore me rester à fond sur avant tout être comédien, interpréter. Mais après, ouais, c'est un truc qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresserait, je pense. Top. Mais c'est beaucoup de travail, surtout d'étudier une vanne, de bien la lisser, de faire en sorte que ça passe, de faire rire les gens. C'est plus dur qu'on le pense de faire rire les gens. Ouais, complètement. Surtout que ça c'est paradoxal parce que la plupart du temps pour faire rire les gens, pour toi c'est pas marrant. Genre ça m'est arrivé pendant une scène de me dire ok ça c'est marrant, ça c'est marrant, ça c'est marrant, ça c'est marrant. Aucun de ces trucs est marrant et tous les trucs auxquels je me disais bon ça c'est bon, ça va juste faire une réaction normale. Ça se roule par terre dans le public, super marrant, incroyable et tout. Et c'est ça qui est dur, je pense. Et d'ailleurs, huge respect à tous ces gens qui font du stand-up. Parce que déjà, avoir les couilles de monter sur scène, de faire des blagues, c'est quand même quelque chose. Mais surtout, les étudier, tout ça, etc., ça doit être un boulot de dingue. Bah ouais, justement, il y a un podcast qui est incroyable qui s'appelle Dinguerie Room, si vous vous intéressez Dinguerie Room, j'aime beaucoup le nom, au stand-up, mais qui est génial et où elle reçoit que des humoristes et où il raconte justement cette difficulté-là où en fait, des fois tu joues le même passage tous les soirs et il y a des soirs où il n'y a aucun rire dans le public. En fait, les gens s'en foutent complètement. Ah oui, surtout ça te... Et à ce moment-là, bah là justement, ton ego, je pense que tu le laisses sur le bas-côté de la route. Ah bah là, surtout dans le stand-up, je pense que l'ego est vraiment... Il y a une cible dessus, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Même, j'avais regardé quelques extraits d'une... je sais plus comment elle s'appelle, c'était une meuf qui faisait du stand-up et aucun rire, rien, que dalle pendant genre... Et ça a duré 3 minutes, hein. Pendant les 3 minutes... J'étais pas à l'aise, quoi. J'étais vraiment mal à l'aise. Ouais, c'est ça, elle était mal prise. Ah, dur. Et en plus de devoir continuer avec la même énergie, alors que le public envoie zéro vibes, c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Elle finit son sketch, mais clairement, elle est en train de remettre sa vie en question. Ouais, c'est en mode, est-ce que j'étais pas mieux à la ferme avec mes parents? Est-ce que je devrais pas retourner dans l'agriculture? Il y avait un vrai bail avec ses poules. J'aurais dû sentir la connexion. Il y en a déjà plus qu'avec ce public de merde. Donc je vais revenir avec mes poules. Et alors, je sais pas si tu veux en parler, tu me dis sinon on coupera ce passage, mais tu me dis tout à l'heure que tu étais pris dans un cours de comédie musicale ici l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Alors, ça a été cette année là à Florent, parce que quand j'ai rejoint Florent, pour le coup, je me suis un peu branlé. J'ai pas du tout regardé un peu ce que le cours Florent proposait au-delà de juste les cours de théâtre. Et il y a énormément de formations, très cher, mais il y a énormément de formations. Jeu avec le masque, acting in English, plein de trucs, plein de formations très précises et pourtant toutes très intéressantes. J'ai envie de toutes les faire. Mais je suis serveur et pas businessman, donc c'est mort. Et dans ma classe, il y avait beaucoup de personnes qui avaient choisi la classe de comédie musicale, qui était en 2e, 3e année, certains. Et c'était quelque chose qui m'intéressait déjà, parce que j'aime bien la comédie musicale. Je trouve que c'est vraiment un art à part entière, au-delà du théâtre et tout, qui mélange théâtre, jeu et en même temps musique, chant, danse et tout, etc. J'adore danser, chanter c'est autre chose par contre, là je vais avoir une vraie préparation, et c'est aussi pour ça, parce que c'est même en tant que comédien, ça peut arriver à un moment qu'on propose des jobs où il faut chanter un truc ou danser sur quelque chose, apprendre une chorégraphie, et j'ai pas tant fait de cours de danse que ça, et quand j'en ai fait j'étais vraiment très jeune. Du coup là ça va me permettre un peu de me remettre dans le bain et je pense que ça va beaucoup me plaire. Mais ouais, ce qui m'a donné envie de faire cette classe, c'est vraiment mes collègues, mes gens dans la classe. C'est vraiment eux qui m'ont inspiré à faire... à participer à cette classe et à m'y intéresser. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que vraiment c'est full inconnu. Et c'est ce qui m'excite aussi un peu vis-à-vis de ça. C'est que je sais pas du tout quelle ambiance va y avoir. On m'a dit que des fois il y avait des rivalités un peu, mais vraiment comme dans West Side Story, tu vois, t'as les Sharks, les Jets et tout, ils sont en mode... Ah ouais, t'es sur mon territoire là, tu veux danser là-dessus? Mais moi vraiment dans ma tête, je m'imagine que dans la classe, genre... Il y a un mec en croc-top qui va arriver me voir et qui me fait « Ah ouais, tu sais danser ?» Ok, vas-y, on y va là, vas-y, envoie un beat là, ça y est, c'est parti, on y va. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va me proposer. Et puis même d'ailleurs vis-à-vis de... Parce que pour rentrer dans cette classe, il faut soit passer par un stage, soit passer une audition. Moi j'ai passé l'audition, j'ai été pris, j'ai eu les résultats il y a 3 jours, je suis très content, très 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 content. Parce que c'est aussi la fin un peu
Là, c'est vraiment le début des vacances, un peu. Évidemment, j'ai encore quelques shifts, quelques services à faire. Mais à part ça, j'ai aucune responsabilité, aucun devoir artistique. Je saurais pas trop comment dire, mais Ouais, pas de projet, sur mon agenda, c'est vacances. Ouais. C'est vacances. Et ça fait du bien. Et surtout, cette audition-là, ça m'a permis de découvrir un peu le chant. Parce que pendant cette audition, il y a 3 épreuves. Il y a la danse, où ils m'ont envoyé une chorégraphie 10 jours avant, sur Queen en plus, hein, de We Are the Champions, les 30 premières secondes. Elle est incroyable. Elle est magnifique cette musique. Elle est incroyable. Déjà Queen, incroyable. Voilà. Et c'était sur les 30 premières secondes, donc j'étais chez moi dans ma chambre en slip, en plus il faisait 40 degrés à faire mes mouvements comme ça, et c'était fun, c'était vraiment super fun. Et une épreuve de chant, on doit chanter une chanson française, et ça a été un point de clivage aussi de devoir choisir une chanson française, parce que certes les chansons en anglais tout ça je connais, mais français un peu moins. Moi j'ai une moins bonne culture là-dessus. T'as beaucoup plus besoin d'articuler. C'est ça, c'est ça aussi. Là les erreurs de langage elles sont pas permises. Et j'ai fait la Java des bombes atomiques de Boris Vian, qui est un artiste que j'adore énormément. Franchement, top 1 artiste à mes yeux, hein, vraiment, parce qu'il a vraiment tout fait. Il a fait de la peinture, il a fait la chanson, bien sûr, de la littérature. J'irai cracher sur vos tombes, gros banger, allez le voir, allez le lire. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, c'est Boris Vian était cardiaque et ça causait sa mort. Mais la situation est assez drôle, c'est-à-dire que un réalisateur a fait un film sur ce livre, J'irai cracher sur vos tombes, et c'était tellement claqué qu'il en a fait un arrêt cardiaque au milieu et c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort devant une adaptation de son roman en film. Il est mort comme ça. Il est mort devant, vers la fin. Les gros risques du métier, ça. Non mais imagine, t'es réal, tu fais putain, j'adore l'œuvre de ce mec, je vais en faire un film et tout, etc. Le mec en question vient le voir et il meurt à cause de la dope que t'as lâchée. Ah non mais là, c'est fini, fin de carrière immédiate. Et mais c'est pour ça que j'aime bien la fantaisie de ce personnage qui est resté fidèle à lui-même jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça que ça m'inspire aussi. Et chanter, mine de rien, j'ai beau avoir 0 expérience, une voix franchement bancale, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré apprendre la chanson, savoir un peu comment j'allais la chanter, etc. Quel instrumental choisir, parce que c'est une galère à trouver ces merdes, même après vouloir modifier sur un logiciel pour séparer les paroles de la musique. Enfin, c'est infernal. Mais c'était super kiffant. Ça a été une expérience de ouf et j'espère que ça sera aussi marrant pendant cette année de comédie musicale. Et en 3e épreuve, il y avait une épreuve de théâtre, mais je l'ai pas passée parce que j'étais en 2e année, du coup j'ai été exempté. Oui, il s'imaginait bien que tu savais jouer. Oui, je pense que mon talent n'est pas resté inaperçu. C'est pour ça ils m'ont exempté. On ne peut pas mentir là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Un comédien et l'ego, non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Non, on a dit qu'il n'y avait pas d'ego dans ce milieu, enfin. Rien du tout. Servez-moi donc un whisky. S'il te plaît là, tu peux me... Je fais ça, on me l'a fait hier, putain, en service, ça me rend dingue ça. Les gens qui font ça là, mais c'est frère, je suis ton clébard ou quoi, enfin, ça rend dingue. À chaque fois je me retourne, je leur souris, je me casse, je ne reviens pas avant minimum 15 minutes. Hein, c'est pour les collègues, je suis désolé les gars, mais sans moi. C'est ça, c'est bien. Donc petit aparté, arrêtez de faire ça au serveur. Oui, sinon vraiment on va vous soulever, hein, parce qu'à un moment on n'en aura plus rien à foutre de nos CDI et notre CDD, et on va vraiment... Voilà. Le respect, on a dit. C'est ça, c'est le mythe du serveur qui crache dans vos boissons, ce n'est pas une légende. Je l'ai jamais fait, j'en suis plutôt fier. Attention, tu as un micro, non ? Le bon self-control, de toute façon avec la période Covid, là c'est vraiment très très limite, encore plus qu'avant déjà. Bon, bien sûr c'est horrible, vraiment ne faites pas ça, peu importe le client. Mais c'est pas grave, vous lui rajoutez 3 € sur la note, et puis voilà. Vous mettez un peu d'eau dans le vin. Tu vois. Voilà. C'est exactement. Vous allongez le vin rouge comme ça, vous lui servez. Il crachera tout, ce sera formidable. Vous allez bien vous marrer. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus grande richesse du métier de comédien ? La plus grande richesse du métier de comédien, franchement, c'est d'avoir la chance de faire ce métier. Parce que vraiment, pouvoir vivre de sa passion, que ça soit le théâtre, le dessin, le chant, enfin tous les arts en général, c'est à mes yeux un des plus grands privilèges que la vie peut t'offrir, vraiment, de pouvoir vivre de ce qui te plaît. C'est vraiment mon objectif, genre je veux pas me lever le matin un peu comme en ce moment et me dire bon je vais aller travailler, je vais me lever et me dire bon je vais m'amuser, je vais passer une bonne journée, je vais jouer, et c'est vraiment ça mon objectif de vie.
Et ce qui est pour moi la plus grande richesse avec ce métier-là. Et aussi avoir la chance de pouvoir interpréter des textes, d'être avec des gens passionnés par le théâtre, par l'écriture, etc. C'est c'est toujours intéressant de partager avec eux. Toujours. Et à quel moment tu considères que tu as réussi pour travailler dans ce métier ? Quand est-ce que tu penses que tu te diras « Ah, c'est bon ». C'est une bonne question. Je l'ai jamais imaginé. Je saurais pas dire. Je pense que j'ai encore des limites à repousser. Et si un jour j'ai plus de limites, ce qui m'étonnerait fortement, et ce qui serait triste d'ailleurs, je pense que ouais, j'aurais atteint cette étape-là de me dire j'ai réussi. Mais ouais, pour moi, c'est pas forcément une histoire d'être connu, de faire beaucoup de pièces, etc. Je pense que vraiment, c'est une question d'être inspiré par les projets qu'on nous propose, d'être en symbiose aussi avec les textes, les gens avec qui on travaille, être focus. Pour moi, déjà, ça, c'est 90% du boulot qui est fait. Après, on s'en fout d'être dans le Parisien, d'être dans des trucs comme ça. Si on est emporté par la pièce... oui, c'est peut-être si tu fais ce métier-là pour les bonnes raisons, t'as pas besoin qu'on vienne te jeter des fleurs. Bien sûr. Aucun comédien qui s'est dit bon, je vais faire ça pour la thune et pour la célébrité, ils n'ont pas réussi. Parce que t'abandonnes avant, en fait. Bien sûr. C'est ça, c'est un art, ça s'apprend, ça se pratique et c'est en nous. Ça se reflète sur nous et ça rentre en nous. Et si on est là juste pour des choses futiles comme ça, de juste avoir des thunes et être connu, ça sert à rien. Et que ça soit Depardieu qui est vraiment virtuose du jeu, que j'aime beaucoup, qui m'a fait aimer Cyrano de Bergerac quand même. Lui, voilà, ça se voit qu'il fait ça par passion, mais je peux dire la même chose de Michael Youn par exemple, qui est pas pour autant moins légitime, hein, mais qui est quand même dans un esprit et un jeu beaucoup plus différent. Et pour moi, je trouve qu'il est super doué, Michael Youn. Il est super doué et maintenant il fait de plus en plus de rôles hyper différents du moment où on le voyait dans le Morning Live. J'ai pas vu ça. Tu voyais pas le Morning Live? Le Morning Live, non. Oh, c'était tellement drôle. C'était quoi? Il hurlait dans un mégaphone Morning Live et il réveillait des gens comme ça. Enfin, c'était... Oh putain. C'est ça, vraiment... je vais me noter de côté, ça c'est... Ouais, regarde absolument ces vidéos. Je pense que je peux les voir 100 fois, je rigolerai 100 fois. Vraiment. Mais ouais, je regarderai ça. Non, ouais. Et justement, il y avait un comédien qui t'a inspiré petit, où tu te disais « Ah, j'aimerais bien avoir sa carrière quand même ». En vrai, pas tant que ça. Et il y a beaucoup d'acteurs que j'admire, bien sûr, évidemment. Surtout Depardieu. Vraiment, c'est pour moi une grande référence du cinéma et du théâtre français. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Aussi, j'ai beaucoup aimé... putain, je suis super nul avec les noms. Mais Robert De Niro, bien sûr. Ah bah oui. Robert De Niro, vraiment, c'est... Alors, on a beau être full différent, vraiment, hein. Déjà, question carrure, question charisme, c'est pas du tout la même chose. Mais je le trouve tellement juste, tellement bon dans ce qu'il fait, dans les rôles qu'il propose, que c'en est forcément inspirant. Même si je trouve qu'on est full décalé. Mais sinon, j'ai pas eu spécialement d'admiration particulière pour un comédien plus qu'un autre. Je pense que Jean Dujardin aussi, j'aime beaucoup que ce soit Brice de Nice, par contre, c'est incroyable. Le mec, il fait la pub Nescafé, costume et tout, avec Georges Clooney et tout. Costume tiré à 4 épingles et tout, impeccable. Et à côté, t'as une... C'est même pas une perruque en plus, je crois, mais il est trop fort, quoi. C'est ça que j'admire beaucoup d'ailleurs chez les comédiens, c'est leur capacité à d'un côté d'être Jean Dujardin dans des films un peu plus sérieux, et de l'autre côté Brice de Nice, quoi. Et c'est ce que j'admire là, c'est cette adaptation là, que c'est pas tous les comédiens qui l'ont. Vraiment, il y en a qui se vendent grâce à ça, justement, parce que c'est un personnage et vraiment un personnage signature. Et vraiment, il fait tout le temps les mêmes rôles, mais c'est quand même quelque chose, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de talent derrière ou qu'il n'y a pas de travail. Mais j'admire beaucoup ces comédiens-là qui arrivent à jouer des rôles complètement opposés, complètement différents. Je trouve que c'est vraiment la quintessence du talent d'acteur. C'est de s'adapter à tous les rôles et à n'importe quelle situation, scène, film, etc. Et puis de voir à quel point ils se challengent, en fait. Parce que c'est eux, à chaque fois, ils remettent toutes leurs cartes en jeu en se disant est-ce que cette fois, ça va plaire, quoi. Enfin, forcément... Bien sûr, surtout au cinéma, quand vraiment t'as aucun retour avant que ça sorte, à part bien sûr l'équipe de tournage, mais bon, c'est un peu biaisé, je pense. Ouais, je pense que ce stress-là, quand même,
Enfin, t'as un ulcère au bout de 3 ans de carrière, quoi. Surtout les grands acteurs comme. Ouais, je pense qu'il faut réussir à bien se blinder. Ouais. C'est une gestion d'énergie aussi. Je pense beaucoup. Hein. Est-ce qu'on vous prépare à ça, justement, dans tes cours, à potentiellement un jour avoir cette exposition-là, ce retour public-là, et devoir apprendre à se blinder très vite? Pas vraiment. Et je pense que c'est parce que pour eux, c'est inné. C'est-à-dire que si tu veux faire comédien, ok. Du coup, j'imagine que tu es prêt à assumer les longues heures de travail, les longues heures de cachet que tu vas devoir gratter pour gagner bien ta vie. Pour eux, je pense que... Et... À raison, je sais pas. Mais faut pas s'imaginer que si tu veux faire comédien, c'est que du positif. Que ça va être que du « oh génial, on va être sur scène, je vais apprendre mes textes, voilà, ça va être super ». Non, il y a beaucoup plus de... Enfin, déjà, travailler avec des gens, ça crée quelque chose. Pas forcément bien ou mauvais. Enfin, j'ai eu quelques relations avec des collègues de classe, des partenaires de jeu. Et d'ailleurs, ça s'est vu à travers notre jeu qu'on avait cette relation-là. Et je saurais pas comment mettre le doigt dessus précisément, mais c'est... Pour eux, ça fait partie du contrat de comédien, faut assumer ça. Donc si on va tout de suite passer à autre chose, parce que si vous faites ça, c'est que vous le savez. Donc focusons-nous plutôt sur votre jeu, sur ce que vous avez à proposer. C'est rapidement passé... Mais oui, c'est important de le dire quand même, que Oui. c'est quelque chose, c'est une charge mentale, c'est du stress, que tu sois connu ou pas d'ailleurs, mais encore plus quand tu l'es. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important quand même de mettre le doigt dessus, parce que surtout moi qui stresse beaucoup, c'est une angoisse qui parfois ne peut pas être redistribuée en énergie et en tonus. Du coup, ouais. Oui, t'es obligé de trouver d'autres moyens. C'est important de mettre le doigt dessus, mais c'est rapidement écarté, parce que voilà, c'est un peu comme les conditions générales d'utilisation d'un truc, tu vois. Oui, c'est ça. C'est en mode tu signes sans regarder, mais enfin, tu sais qu'il y a quand même quelque chose derrière. Quoi. C'est vrai. C'est ça vraiment. Il y a une question que je pose toujours pour conclure, c'est si toi aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait, tes expériences, tes rêves, tu devais parler au toi enfant au moment où tu montes sur scène avec tes parents pour saluer au Palais Royal, qu'est-ce que tu te dirais? Excellente question. Bonne chance. Bon courage. Ne perds pas de temps. Ne fais pas de fixette sur des choses aussi futiles que ce que tu vas voir, que ce que les gens peuvent te dire, ce que les cours peuvent te dire, ce que tes parents peuvent te dire. Fonce tête baissée et le passé, c'est le passé. Fonce tout droit, pense surtout à ce qui va t'arriver. Et bon, tu vas peut-être foirer, ouais, moi je pense que tu vas peut-être un peu foirer plus tard. Mais passe au-dessus, avance. Sinon, tu vas juste perdre du temps. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. C'était super sympa. Ouais, c'était chouette. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!